S'il vous arrive de venir à Bruxelles, vous êtes probablement déjà passé devant ces grilles et devant cette vaste demeure. Vaste demeure, non, il s'agit d'un palais qui possède une riche histoire et qui a vu naître le plus populaire des rois des Belges. D'ordinaire, ce palais est inaccessible au public, mais nous allons le visiter ensemble. Il s'agit d'une véritable pépite de notre patrimoine. Suivez-moi, j'ai les clés. Je vous accueille ici dans l'escalier d'honneur du palais des comtes de Flandre. Mais il faut que je vous dise un petit mot sur cet endroit bien particulier à Bruxelles. Nous sommes sur le Coudenberg, le Mont Froid. Un lieu unique à Bruxelles, en Belgique, allez, soyons chauvins, en Europe. C'est ici que s'est exercé depuis près de 1000 ans le pouvoir dans nos régions. C'est ici aussi que se sont succédés des noms aussi prestigieux que Philippe, le duc de Bourgogne. On pense aussi à Charles Quint, le plus grand empereur de tous les temps, les souverains d'Autriche, Napoléon et tous les rois des Belges. Je vous l'ai dit, ce lieu est vraiment unique dans notre histoire. Mais il n'y a pas que les rois, il y a aussi leur famille. Philippe, le comte de Flandre, est le fils de Léopold Ier et le frère de Léopold II. Le prince jette son dévolu sur un immeuble de la place royale. Quand il rachète le bâtiment, celui-ci est en très mauvais état. Il demande à ses architectes de lui bâtir un riche palais en dupliquant l'aile gauche autour d'une rotonde et d'une cour en fer à cheval. Le résultat s'intègre parfaitement dans l'ensemble néoclassique du quartier royal. C'est dans ce palais que naquit le 8 avril 1875 un petit prince prénommé Albert. Alors soyons honnêtes, à l'époque l'événement ne fait pas la une des gazettes. Après tout, il ne s'agit que du fils cadet, du frère cadet du roi. Un homme connaît mieux que quiconque l'histoire de ce palais et de cette famille. Nous allons le rejoindre. Karl Hendricks, bonjour. Vous êtes en charge du patrimoine de ce palais extraordinaire. C'est un lieu de travail qui fait rêver. C'est vrai, on est très heureux d'être ici dans cet ancien palais royal. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la création du frère cadet du roi Léopold II qui a habité ici avec sa femme la comtesse et c'était sa chambre à coucher et c'est ici que le roi Albert Ier est né, dans cette chambre. Alors, Karl, à l'époque, ça se fait dans les grandes familles. Les couples ne dorment pas ensemble, ils ont chacun leur chambre à coucher. Et ici, donc, on est dans la chambre à coucher de la comtesse de Flandre. Qu'est-ce qu'il en reste, en fait? Il en reste pas beaucoup, mais donc un détail qui est peut-être très intéressant, ce sont les deux crochets dans la corniche qui montrent où le baldaquin du lit était accroché. Donc, le lit de la comtesse se trouvait entre les deux fenêtres. Et donc, c'est ici... C'est à cet endroit précis qu'est né le futur roi Albert? Le futur roi Albert Ier. Et d'ailleurs, on a le buste du roi pour ça. Alors, soyons honnêtes, c'était un grand collectionneur, mais aujourd'hui, quand on voit les photos, on se dit, mais comment il faisait pour vivre dans ce palais? C'était une espèce de capharnaüm incroyable, avec des objets partout, des peintures, des sculptures. Oui. C'était typiquement le style victorien où tout devait être rempli de petits bibelots, d'objets, de peintures. Et c'était surtout la princesse aussi, la comtesse de Flandre, qui peignait elle-même. C'était une peintre assez douée. Et donc, il y avait beaucoup d'œuvres partout, aussi de jeunes artistes qu'elle aimait protéger ou qu'elle aimait promouvoir. Toute la famille vit donc ici, dans ce palais qui déborde d'objets au point de ressembler à un magasin d'antiquités. Le comte réside au rez-de-chaussée. C'est un collectionneur compulsif. Il s'isole souvent pour donner libre cours à sa passion pour les livres. Sa bibliothèque compte plus de 30 000 volumes. Il apprécie aussi les meilleurs vins et sa cave est réputée dans toute la ville. La comtesse de Flandre vit au premier étage, aussi appelé « bel étage ». Quant aux enfants, ils habitent au deuxième étage. Tous sous le même toit, mais chacun chez soi. Nous voici précisément au bel étage et plus particulièrement dans le salon de la comtesse de Flandre. Un salon dont la décoration traduit le goût de la mère du prince Albert. Un goût très féminin pour des ornementations fines et des dorures. Il faut le dire aussi, la comtesse de Flandre était une artiste. Je vais vous montrer ça.
Nous pénétrons ici dans un endroit très secret, intime. Il s'agit du boudoir de la comtesse de Flandre. Alors, c'était une femme de tête, une femme de caractère, bien sûr, mais c'était aussi une artiste dotée d'un talent certain. Une preuve, d'ailleurs, cette œuvre, une composition florale signée Marie, comtesse de Flandre, dont elle a orné le dessus de porte. Waouh! Alors ici, forcément, on en a le souffle coupé. On est dans le grand salon? Oui, on est dans le salon central, donc on est au-dessus de l'entrée principale du bâtiment. Et c'est ici que le comte et la comtesse recevaient leurs hôtes. Il y a des P et des M un peu partout. Oui, partout dans les plafonds du palais, vous verrez le monogramme du couple, donc le double P, un P droite et un P à l'envers. Et donc le roi Albert reçoit ce palais, mais il va le vendre à la Banque de Bruxelles. Donc ça devient une banque? Oui. Pendant très longtemps? Pendant plus de 60 ans, oui. Plus de 60 ans, donc jusqu'au milieu des années 80, 1984. La banque quitte ce palais pour s'installer à la place du trône. Et à ce moment-là, l'État belge a acheté ce bâtiment pour y abriter la Cour des comptes. Monsieur Hendrick, ce plafond, on ne peut qu'avoir le regard attiré, bien sûr, mais il y a un message derrière ce plafond. Le comte ne l'a pas fait peindre comme ça, par hasard. Non, non, il a même indiqué, le plafond représente notre siècle. Il dit, c'est donc le 19e siècle. Et pour lui, le 19e siècle en Belgique, c'est la fortune, la dame parée de bijoux avec de beaux vêtements, qui est enlevée par un mineur, donc par le travail, et guidée par le génie, le dieu Hermès avec ses ailes, qui montre le chemin. En fait, la Belgique était la deuxième puissance industrielle et économique après le Royaume-Uni dans ce temps-là. Et le comte voulait bien souligner que c'était grâce, entre autres, grâce à sa famille qui règne sur ce pays. Dit en toute discrétion. Ce palais a eu plusieurs vies. Hôtel de maître, puis palais de prince, il est devenu une banque avant d'être le siège de la Cour des comptes. Ses entrailles racontent aussi sa drôle d'histoire. Attention, certaines portes sont plus lourdes à pousser que d'autres. Ça, c'est une porte impressionnante. Oui. Donc, c'est la fameuse porte de la salle des coffres-forts. Il y en a deux, ouais. Donc, qui servaient à protéger évidemment les 2 étages de coffres-forts que la banque a fait creuser. Il y a encore 2 étages en dessous, donc il y a 4 étages de sous-sol, avec même un abri contre les attaques. C'est créé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rassurez-nous, il n'y a jamais eu de cambriolage? Non, non. On comprend pourquoi. C'était l'époque où les clients disposaient chacun de leur coffre, en fait, avec la clé, justement, avec la clé. Et le code, bien sûr. Et le code, il y a des petits, des plus grands, mais malheureusement, ils sont tous vides. Vous êtes sûr? On n'est pas toujours sûr, parce qu'il y a certains qui sont fermés, mais on croit bien, oui. Mais revenons à l'histoire du jeune Albert. Quand il naît, le prince paraît bien loin du trône. L'absence d'héritier du couple royal et la mort de Baudouin fait de lui un héritier inattendu. Le prince n'a pas reçu une éducation royale. Il se passionne pour la technique et les trains au point de rêver de devenir chef de gare. Il lui arrive d'échapper à la surveillance paternelle pour aller jouer avec des gamins du quartier. Mais tout change lorsqu'il devient l'héritier d'une couronne pour laquelle il n'a pas été formé. Chantal Questel, bonjour. Ça ressemble à quoi l'éducation d'un prince au tournant entre le 19e et le 20e siècle? Ça ne doit pas être quelque chose de facile à vivre, parce qu'au fond, ces enfants, ils sont confiés à des personnes extérieures, des précepteurs, des professeurs privés. Et donc, finalement, ce que nous envisageons comme l'idéal de la famille bourgeoise, d'une famille où les parents sont très présents, très aimants, ça ne correspond pas à la réalité quotidienne qu'ont vécu ces enfants royaux, qui, la plupart du temps, mangent d'ailleurs avec ces professeurs et ne mangent qu'à 2 reprises, tous ensemble, les professeurs et les parents. Donc, c'est des relations empreintes quand même d'une certaine froideur par rapport à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui dans des milieux similaires début du XXIe siècle. Ils étaient heureux ici, vous pensez?
Alors je crois qu'ils ont eu des moments de complicité à l'enfance. Les témoignages que l'on a d'une relation plus difficile, d'un vécu plus difficile, sont des témoignages plus tardifs. Au fond, quand Albert devient un grand adolescent, qui va se retrouver seul, après le décès de son frère, seul avec ses parents, puisque ses deux sœurs se sont mariées. Et donc là, il y a une période beaucoup moins facile, aussi parce que les parents ont vieilli, que leurs relations ne sont pas toujours au beau fixe. La jeunesse d'Albert, on le présente souvent comme un petit prince un peu livré à lui-même, qui fait un petit peu ce qu'il veut, qui joue avec les gamins, les catcheuses du quartier. On a peut-être un petit peu exagéré les choses. Oui, je crois qu'on a un petit peu exagéré les choses. Il y a l'une ou l'autre anecdote où on sait qu'il s'est sauvé. Et justement, le fait qu'on les ait retenues montre sans doute qu'elles sont exceptionnelles. C'est vrai qu'il est sans doute plus turbulent parce qu'on le compare sans doute à son aîné qui a un autre profil. Maintenant, une fois qu'il va grandir en âge, il va grandir en maturité. C'est quelqu'un de plutôt timide, de plutôt effacé, donc pas l'image de quelqu'un qui fait en permanence les 400 coups non plus. Jour après jour, Albert apprend son futur métier de roi. Il rencontre une princesse bavaroise. Une relation s'engage et le courant passe entre les deux jeunes gens. Inquiet, le prince écrit à sa fiancée. « Croyez-vous que vous pourriez supporter l'air de la Belgique ?» Le mariage a beau être arrangé, Élisabeth est sincèrement amoureuse et elle accepte de suivre son prince dans son nouveau pays. En 1900, Albert épouse Élisabeth. 5 ans plus tard, le comte de Flandre disparaît. En 1912, c'est au tour de la comtesse de Flandre de rendre son dernier soupir. Chantal Questelot, on se trouve ici dans un autre endroit emblématique de ce palais, c'est le fumoir du comte de Flandre. Il y avait beaucoup d'argent, hein? Oui, pas mal. Hein. On peut dire que c'est lui qui a un peu hérité du gros lot dans la famille. Bon, comme il n'a pas eu de rôle officiel, Léopold II a pris tout. Donc, effectivement, c'est une famille extrêmement fortunée. On peut dire que c'est une des grandes fortunes. Et en plus, il va bien faire fructifier son patrimoine. Donc, c'est quelqu'un qui vit de manière très, très confortable, avec une domesticité multiple et tout. Donc là, effectivement, un train de vie à la hauteur de ce qu'on peut imaginer et qui suscite aussi les critiques légitimes par rapport à un train de vie par rapport à la population ordinaire. On a une image d'Albert avant son accession au trône, un jeune homme trop grand, bégayeur, mal à l'aise, parfois même gaffeur. Est-ce que ça correspond à la réalité du personnage ? Alors c'est sûr que c'est quelqu'un qui n'a pas une grande confiance en lui à certains moments. Il était persuadé que son frère aurait bien mieux rempli cette fonction-là. Cela dit, il se montre effectivement quelqu'un de complètement investi de sa fonction, qui assume ses responsabilités et qui n'hésite pas au besoin à contrecarrer les décisions ou les projets d'un certain nombre de ministres. Il est encore là quelque part un souverain emprunt du 19e siècle qui considère que le rôle du souverain est bel et bien d'intervenir sur le champ politique, quand bien même la Constitution belge, en principe, prévoit un rôle strictement limité pour le roi. En 1909, Albert monte sur le trône et il va habiter avec son épouse, la reine Élisabeth, au palais de Bruxelles, à quelques mètres de ce palais où il a vu le jour. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette visite, mais ces murs possèdent encore le souvenir de tous ceux qui y ont vécu, qui y sont nés ou qui y sont morts, autant d'épisodes de joie ou de peine. Je suis certain que la prochaine fois que vous passerez devant cette façade de la rue de la Régence, vous ne regarderez plus ce palais de la même manière. À très très bientôt et ne l'oubliez pas, j'ai les clés.